Retour sur le plateau de Direct Gestion. On fait comme d'habitude tous les matins le débat 9h30 à 10h. On est en compagnie de Mathieu Rollin, gérant du fonds, co-gérant du fonds Val France. Et nous a rejoint également en plateau le gérant de Hermitage Gestion Privée, monsieur Deville Chabrol. Deville Chabrol. Eh bien, écoutez, voilà, qui a remplacé au pied levé Jean-Marc Maurice. C'est pas grave. Alors, première question, messieurs. Mathieu Rollin, vous avez écouté l'édito. Les Français reviennent sur le marché, les investisseurs particuliers. Comment vous commentez cet engouement depuis le début de l'année, engouement retrouvé? C'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'on voit qu'il y a une certaine réticence toujours des investisseurs particuliers pour les marchés d'actions. Ce qui est compréhensible, il faut bien voir que en 2000, beaucoup d'investisseurs ont été fortement pénalisés par la baisse des marchés. 2007, c'était un petit peu la même chose. Donc là, si vous voulez, le fait qu'il y ait de nouveau un regain d'intérêt pour les marchés d'actions, pour nous, c'est plutôt une bonne chose. En revanche, je dirais attention, les marchés ont quand même beaucoup monté depuis le début de l'année. Donc il faut, si vous voulez, prendre ces précautions si on veut rentrer maintenant sur le marché. Acheter le marché dans son ensemble, c'est peut-être un petit peu compliqué. En revanche, aller sélectionner quelques valeurs qui sont toujours décotées, quelques valeurs qui ont toujours un potentiel important d'appréciation, pour moi, c'est la meilleure stratégie. Mais en tout cas, à tous les points de vue, le fait que le particulier revienne sur le marché, c'est plutôt une bonne nouvelle. De votre côté, Hermitage Gestion Privée, cet élément, alors on voit notamment qu'il y a une ruée sur les introductions en bourse. Plus c'est biotech, plus c'est énergie verte, plus on a du jeu vidéo également avec Focus, et bien plus c'est souscrit en particulier par les investisseurs particuliers. Oui, moi je partage assez largement l'analyse qui est faite par mon collègue. Très momentanément, on est un petit peu prudent sur l'histoire grecque, qui nous fait retenir un peu notre stylo, mais le compartiment des biotech nous a particulièrement intéressés maintenant depuis 18 mois. Nous considérons que nous sommes au début d'un processus qui ira beaucoup plus loin dans la valorisation des beaux dossiers européens sur ce secteur. Donc, nous avons également récemment profité des prix très bas du pétrole pour revenir sur quelques affaires pétrolières ou parapétrolières également. Alors justement, la Grèce, le pétrole, on va y revenir, c'est un peu ce qui agite le marché en ce moment. Le feuilleton grec, la Grèce est à 2 pas de la porte de l'Europe, on parle de plus en plus de Grexit. Pourquoi, Mathieu Rollin, ça n'inquiète pas, je ne parle pas des marchés taux, les marchés actions pour le moment ne semblent que très peu impactés. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas, comme les années précédentes, d'effet notamment sur les bancaires. Alors, pourquoi le marché réagit assez peu? Le marché, c'est un peu comme un junkie qui a sa dose en permanence. C'est un marché qui alimente la liquidité, donc qui réagit de façon un petit peu irrationnelle. C'est le premier point. Ce qui justifie qu'on est monté de façon aussi forte depuis le début de l'année et qu'on parfois peut manquer un petit peu de discernement. En revanche, concernant la contagion au système bancaire, je pense qu'effectivement, il y aura, si vous voulez, en cas de défaut de la Grèce, qui semble assez probable, à moins qu'ils trouvent une solution de dernière minute, mais en tout cas, la situation semble assez mal engagée, on aura effectivement, si vous voulez, une contagion au système bancaire. En revanche, certains pare-feux ont été mis en place depuis la crise, et on voit bien que les banques européennes, les banques périphériques sont moins sensibles, seraient moins sensibles en tout cas à un défaut potentiel de la Grèce. En revanche, le problème majeur qu'on peut voir dans cette situation, ce serait que si la Grèce faisait défaut, soit elle ne rembourse pas le FMI, soit elle décide de rembourser le FMI, mais de ne plus payer ses fonctionnaires, de ne plus payer ses factures, en tout cas de rallonger les délais de remboursement. Donc on aurait ce qu'on appelle la bank run, c'est un peu ce qui s'est passé à Chypre, c'est-à-dire que tous les épargnants vont chercher à vider leurs comptes en Grèce, parce que le système bancaire grec, en revanche, lui, serait très impacté. Et de là, ça pourrait créer un précédent sur les pays les plus faibles, où certains épargnants pourraient se dire, si la Grèce, entre guillemets, le système bancaire grec explose, pourquoi est-ce que chez moi c'est pas pareil? Et donc là, on pourrait avoir une contagion, c'est de retrait de liquidité massive des banques, et donc ça pourrait affaiblir le système bancaire européen dans son ensemble. Mais après, de là, ce qui est une contagion et un effondrement, un collapsus du système bancaire comme on pouvait pas le prévoir, mais en tout cas le craindre il y a quelques années, je pense qu'on en est assez loin. C'est la raison pour laquelle, pour le moment, les marchés sont assez sereins. Ouais, les banques se sont débarrassées de leur papier grec. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Le ménage a été fait.
Je sais pas. Le problème avec les banques, c'est qu'on ne sait pas très bien ce qu'il y a dans les caisses ou dans les placards. Donc, c'est un secteur d'investissement où moi, à titre personnel, et certains autres gérants un peu chevronnés comme moi, c'est un secteur où on va pas beaucoup, pas très volontiers. Voilà. Mais la question grecque, je ne suis pas sûr effectivement que la question grecque présente un niveau de risque systémique au même titre que certains risques systémiques qui ont éclaté depuis 15 ans. Mais je crois simplement qu'on ne peut pas exclure aujourd'hui, en cas de sortie de la Grèce, on ne peut pas exclure un petit mouvement de correction d'une dizaine de pourcents sur le marché. Voilà. Peut-être que ça sera le bon moment d'ailleurs pour ceux qui ne sont pas encore suffisamment investis d'en profiter. Hein. Mais voilà, c'est juste un petit mouvement de prudence sur quelques jours, quelques semaines qui nous alerte. Alors justement, mouvement de prudence, en tout cas les marchés, on a vu depuis le début de l'année, non pas corriger plus de 2 jours d'affilée. On a encore vu un exemple jeudi, vendredi, on est légèrement dans le rouge, on perd 2% et immédiatement on les reprend. On a l'impression en plus que, surtout pour cette semaine, les chiffres qui sortent sont plutôt bons au niveau de la macroéconomie et que ça va encore porter la tendance peut-être vers des nouveaux sommets. Oui, effectivement, si vous voulez, on a des marchés qui se portent très très bien parce qu'on a beaucoup de liquidités, on a des taux qui rapportent plus rien, qui sont négatifs pour certains. Il faut se rappeler quand même la Suisse a émis à 10 ans un taux négatif, c'est quand même quelque chose d'assez unique et c'est une situation pour laquelle on n'est pas véritablement préparé. Donc c'est ce qui crée aussi une petite situation, on est dans un no man's land. Si un jour le Bund passe négatif, c'est une solution assez inconnue. Alors certains vous diront, bah oui, ça va être très positif pour les marchés d'actions. Je dis soyons prudents quand même, on ne sait pas véritablement ce que ça peut impliquer, derrière. Donc oui, les marchés ont beaucoup monté depuis le début de l'année. Et si vous voulez, c'est une situation qui est liée principalement à la liquidité de mon point de vue, au fait que les investisseurs américains sont revenus aussi sur le marché européen. Il ne faut pas oublier ça, c'est-à-dire que pendant tout le quantitative easing américain et la reprise américaine, les investisseurs américains sont restés centrés sur leur marché domestique. Et avec la hausse du dollar, beaucoup de flux américains sont venus se reporter sur les marchés européens et c'est ce qui a aussi engendré cette hausse assez forte de l'ensemble des marchés européens depuis plusieurs mois. Ouais. Alors il y a plusieurs choses, hein. On parle d'alignement des planètes, donc une devise en baisse, et puis effondrement également du prix de l'énergie avec le pétrole qui a divisé carrément son prix par deux. Du coup, est-ce qu'au niveau des secteurs, c'est quelque chose que vous êtes en train de regarder? On a eu peut-être un plus bas touché il y a quelques semaines, c'était fin mars, avec ce pétrole qui a touché 43 $. C'est un secteur qui vous paraît important? Oui, alors notre analyse sur le pétrole, c'est que les prix particulièrement bas que l'on a connus ces quelques dernières semaines ne sont très vraisemblablement pas des prix durables. Je crois qu'il y a peu de cas de figure dans l'histoire de l'évolution du prix des matières premières où une matière qui se raréfie dans le temps verrait son prix baisser. Je crois que ça sera l'inverse. Je crois que le pétrole, en tout cas pour ce qui concerne le pétrole conventionnel et les gisements dont les prix de production sont raisonnables, cette matière première-là se raréfie. Et donc je ne vois pas de chance pour que les cours de cette matière première ne reprennent pas l'ascension. Alors le rythme auquel la revalorisation du baril se fera, je veux pas me lancer dans cette analyse, mais je crois qu'il y a quand même de bonnes chances pour qu'on revoie les cours que l'on a connus il y a un an ou un an et demi. C'est pour ça qu'on a nous racheté quelques valeurs pétrolières sur des dossiers dont les valorisations avaient très fortement chuté et donc on pense à quelques sociétés d'exploration et production au Kurdistan et à la société Tullow Oil dont les cours ont été divisés par 3 depuis un an et demi.
Voilà. Oui, dans le fonds Val-France également, on trouve pas mal de valeurs pétrolières. Si on regarde dans les 10 principales positions, Vallourec, Total, FFP et quelque part en décalé Rubis également. Oui, bah, effectivement, enfin, je partage l'analyse. Ce qu'on ne connaît pas, c'est le timing de reprise du prix du baril. Mais effectivement, je pense qu'on a touché un point bas sur le WTI autour des 43 $. On a un ajustement de la production américaine qui est beaucoup plus rapide que prévu. On voit que les plus petits producteurs américains ont commencé à couper leur production. Donc il reste les gros, les plus rentables qui produisent toujours, mais véritablement ça a engendré, si vous voulez, une baisse de la production américaine. On voit le nombre de puits en exploitation qui a été divisé par 2 en l'espace de un gros trimestre, c'est-à-dire depuis mi-décembre. Donc véritablement cet ajustement se passe. Alors d'habitude c'était les Saoudiens qui le faisaient, maintenant ce sont les Américains qui essayent en tout cas de nous ramener à un marché à l'équilibre. Le seul bémol, malgré tout, à préciser sur le marché du pétrole, le risque que je vois, le risque principal, c'est le risque iranien. C'est-à-dire qu'on est en négociation avec l'Iran pour les faire revenir sur la scène internationale et leur permettre de faire retrouver le commerce mondial. Si l'Iran est autorisé à remettre son pétrole sur le marché, c'est 3 millions de barils jour supplémentaires qui vont venir inonder le marché. Alors ça ne viendra pas d'un coup, c'est évident, ça se fera step by step, étape par étape, mais malgré tout, cette crise est liée à un déséquilibre entre l'offre et la demande. On avait une crise de l'offre, c'est-à-dire que l'offre était devenue beaucoup trop importante, surabondance de pétrole, parce que progrès technique sur le pétrole de schiste aux États-Unis. Et là, si on essaie de rééquilibrer l'offre justement en baissant la production américaine, mais si effectivement on amène ces 3 millions de barils à terme sur le marché, l'équilibre est de nouveau cassé, et donc là, on pourra avoir un baril qui va rebaisser. Mais c'est vrai que ça, c'est de la géopolitique qu'on ne maîtrise pas. Donc c'est un élément à avoir en considération, mais qui rentre de façon assez marginale dans l'analyse. Mais pour revenir sur les valeurs et l'investissement dans nos portefeuilles, effectivement, c'est une thématique sur laquelle on revient. Parce que les plus forts, parce que les sociétés qui ont les meilleurs bilans, les bilans les plus solides, vont sortir, comme à chaque crise, renforcés de ce que j'appelle le contre-choc pétrolier, et certains acteurs. Alors, Vallourec, c'est un petit peu un dossier compliqué, parce qu'ils sont un petit peu empêtrés au Brésil. Ils sont présents sur le marché américain avec les pétroles de schiste également, donc ça, c'est un petit peu compliqué, mais qui peut éventuellement à terme faire l'objet d'une opération de rachat, etc. Donc, ça fait longtemps qu'on en parle pour Vallourec. Mais vous savez, justement, quand on a ce genre de crise, moi je suis aussi le marché américain en parallèle, sur un fonds américain dont je m'occupe, et donc je vois bien ce qui se passe sur le marché des pétroles de schiste aux États-Unis. Et dans ce genre de crise, on a souvent des opérations de rapprochement entre entreprises. C'est-à-dire que les plus forts vont acheter les plus faibles à bon prix, je ne vais pas dire à vil prix, mais à bon prix. Et il y a fort à parier qu'on voit le même genre d'opération. On voit Shell avec BG Group, c'était la première opération, mais il y a fort à parier qu'on voit ce genre d'opération se multiplier. Et avec un dollar en hausse, pourquoi pas des Américains qui viennent faire un petit peu leurs emplettes en Europe. C'est possible. Ils ont gagné effectivement 30% de pouvoir d'achat. Justement, sur cette thématique fusion-acquisition, c'est quelque chose que vous surveillez au niveau européen. On voit qu'il y a des consolidations, notamment dans le secteur des télécoms. Ça démarre, ça frémit, ça bouge. C'est quelque chose que vous observez? Alors dans les portefeuilles qu'on essaye de construire, il y a, pour faire simple, toujours un socle d'investissement qui est concentré autour de 70% sur des histoires d'entreprises très longues et très visibles. Mais il y a toujours également entre un quart et un tiers du portefeuille qui est construit sur des sociétés soit en retournement, soit qui présentent un intérêt spéculatif particulier. En raison de ce que l'on considère comme étant une solution transitoire de sous-évaluation et parce que effectivement le fonds de commerce, lui, doit pouvoir intéresser à ce moment-là un repreneur. Oui, ça fait partie des choses qu'on regarde de façon absolument permanente, mais pour une proportion raisonnable des portefeuilles. Très bien. Messieurs, je vous propose de faire une courte pause. On va se retrouver dans un instant pour parler toujours de vos secteurs, de vos choix de prédilection. C'est dans une minute dans la suite du débat sur Direct Gestion. À tout de suite.